Bonjour, désolé, Nicolas Théodet n'est pas là pour cette interview campus, mais il est actuellement à l'étranger en train de vous concocter un très beau documentaire sur une université française à l'étranger. Partir à l'étranger reste néanmoins le thème du jour avec Julie Meunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de pvtiste.net. Alors, depuis une dizaine d'années, on va dire qu'il y a une tendance, partir à l'étranger. Alors, mondialisation oblige, de plus en plus de jeunes veulent avoir une expérience à l'étranger. Voyager, travailler, étudier, peu importe. Quelle est aujourd'hui l'ampleur du phénomène ? Aujourd'hui, on a vu depuis les dernières années qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent justement pour faire des stages, des études ou travailler. Aujourd'hui, on compte environ 150 000 jeunes à l'étranger via tous les programmes de mobilité internationale. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que sur un CV, c'est quelque chose de vraiment remarquable d'être parti à l'étranger. C'est presque un passage obligé pour beaucoup, pour se distinguer un petit peu, pour prouver qu'on prend des initiatives, qu'on parle une langue étrangère. Donc ça, les jeunes l'ont bien compris. Ça, on parle des jeunes qui sont en cours d'études ou qui viennent juste de terminer leurs études. Alors, il y a différents programmes qui existent. Quel est un petit peu le panel des programmes existants si on veut partir à l'étranger aujourd'hui ? Je dirais que le plus connu, c'est Erasmus+, qui englobe différentes façons de s'expatrier, donc des études, des échanges de jeunes, du volontariat ou des stages. Parmi eux, il y a notamment le service volontaire européen qui fonctionne assez bien, qui permet aux jeunes, sans forcément qu'ils aient un statut particulier ou des compétences incroyables, ils peuvent partir dans des pays d'Europe ou un peu plus loin. Donc Erasmus, je dirais que c'est déjà le premier programme à connaître. Ensuite, il y a le service civique à l'international. C'est déjà très connu aujourd'hui en France. Il y a beaucoup de jeunes qui le font. Ça permet d'occuper un poste et d'avoir une rémunération aux alentours de 500 €. Et donc, c'est possible de le faire aussi dans d'autres pays. Il y a bien sûr le PVT, que je connais plutôt bien, le programme Vacances-Travail, qui permet de partir dans des destinations plus lointaines, en étant beaucoup plus autonome que les autres programmes. Le VIE ? Il y a le VIE, bien évidemment, qui est un programme qui plaît énormément, le volontariat international en entreprise, qui permet de trouver généralement des postes dans le domaine commercial, informatique. Pour une première technique. expérience à l'étranger, c'est ça ? C'est ce que certains font, effectivement. Généralement, c'est des gens qui sont assez diplômés ou qui parlent une langue un petit peu plus originale que l'anglais ou l'espagnol. Et ça permet de partir jusqu'à 24 mois dans un pays avec l'avantage de toucher une indemnité qui n'est pas imposable sur le revenu. Donc, c'est un programme qui plaît beaucoup. Simplement, les places sont chères, il y a beaucoup de concurrence. Donc, parfois, les jeunes intéressés par le VIE se tournent vers d'autres choses. Parce qu'il faut trouver une entreprise française qui va vous envoyer... C'est exactement ça. Voilà. On peut effectivement aller sur le site CiviWeb pour consulter les offres ou alors contacter des employeurs directement pour leur proposer qu'ils nous emmènent à l'étranger, mais ce n'est pas forcément évident. Alors, en termes de chiffres, ça correspond à quoi ? Il y a 25 000 personnes qui sont parties avec le VIE. Il y a... En matière de stage, on peut dire combien 8 500 stagiaires par an. Un petit peu moins de 10 000. Pour les études, on parle de 80 000 à peu près. Pour le PVT, c'est un peu plus de 40 000. Chaque année, c'est de plus en plus. Donc voilà, je n'ai pas les chiffres de tous les programmes, mais effectivement, c'est de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui partent. Et parce que c'est utile. Aujourd'hui, l'expatriation, partir à l'étranger, c'est un passage nécessaire, une ligne absolument à avoir aujourd'hui dans son CV, a priori. Alors, je ne voudrais pas dire aux jeunes qui ne sont pas partis qu'ils ont fait une erreur en ne le faisant pas, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui va qui va se faire se distinguer sur le CV, qui peut permettre aussi de s'immerger dans un environnement anglophone, hispanophone, ou même d'aller en Chine ou au Japon, par exemple. Ça permet d'avoir une connaissance de la langue beaucoup plus approfondie et de pouvoir le prouver. Quand on a pu vivre pendant 6 mois, 1 an ou plus dans un pays, c'est qu'a priori, on n'était pas trop mauvais. Ça peut aussi montrer un esprit d'initiative, qu'on sait se lancer des défis, qu'on sait les relever aussi. Donc forcément, j'ai tendance à penser que l'expatriation aujourd'hui en France est de plus en plus valorisée. Il y a encore quelques années, on se demandait un petit peu pourquoi les jeunes partaient. Est-ce que c'était un peu une instabilité ? Aujourd'hui, vraiment, un employeur a tendance à voir ça comme quelque chose de très positif. Alors, ça, c'est les Français qui vont, les jeunes qui vont à l'étranger pour obtenir une petite expérience. Est-ce qu'ils reviennent ou ils restent là-bas ? C'est quoi la tendance ? Alors, il y en a beaucoup qui partent en espérant rester si ça se passe bien. Dans les faits, après, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Autant en Europe, dans l'Union européenne, on a beaucoup de liberté pour travailler dans l'un ou l'autre pays. Par contre, quand on va dans des pays comme le Canada, l'Australie ou en Asie, il faut pour cela généralement trouver un employeur après qui veuille nous garder et qui fasse des démarches pour obtenir un visa.
visa. Donc c'est là que ça peut un peu se compliquer. Il faut généralement avoir un profil qui est quand même recherché dans le pays, avoir des compétences linguistiques souvent, et puis avoir eu généralement de l'expérience. Quand on est tout jeune, c'est pas forcément très simple de trouver un employeur qui va se décarcasser autant pour nous faire rester. Donc on n'a pas de chiffres sur ceux qui restent, enfin moi j'en ai pas en tout cas, mais il y a quand même certaines personnes qui arrivent à rester, notamment au Canada. Il y a beaucoup de provinces canadiennes qui essayent de séduire des immigrants francophones pour qu'ils s'installent Parce qu'il y a des vrais besoins sur certains métiers, et là les Français ont ces diplômes-là. Exactement, il peut y avoir des besoins donc professionnels, mais aussi, je parle du Canada précisément, il y a certaines provinces qui veulent maintenir la francophonie. C'est des provinces anglophones qui veulent attirer des francophones, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs dans le monde, donc ça peut expliquer pourquoi au Canada ça marche autant, mais effectivement tout ce qui est tourisme, métier de bouche, métier vraiment avec des savoir-faire précis, généralement les Français on est très bien vus. Voilà, c'est ça en fait la tendance en ce moment, on va dire. Le Canada, c'est la destination que tout le monde souhaiterait avoir. Mais bon, au Canada, ils sélectionnent quand même. Oui, c'est pas forcément évident. Le Canada, ça plaît beaucoup, l'Australie aussi. Mais si on compare les deux pays dans le cadre du programme Vacances-Travail, l'Australie, c'est places illimitées, alors que le Canada, il y a un nombre de places limitées par an. Donc forcément, on a l'impression que le Canada est plus demandé, mais tous les pays anglophones aujourd'hui séduisent beaucoup. Les États-Unis aussi plaisent beaucoup, mais c'est pas si simple que ça d'y aller pour travailler. Et ce sera peut-être encore plus difficile avec l'administration Trump. Alors revenons sur le PVT justement. Donc, vous êtes rédactrice en chef de pvtiste.net, donc le site spécialisé sur ce programme Vacances-Travail. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc en fait, le programme Vacances-Travail, c'est donc un programme qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères, qui a signé des accords avec 13 pays aujourd'hui pour permettre aux jeunes Français de partir pendant une durée maximale d'1 an, et au Canada c'est 2 ans, avec le droit de voyager, de travailler, de faire du bénévolat, du volontariat, des cours de langue. Donc en gros, c'est un peu avoir la même liberté que dans l'Union européenne, mais au-delà. Donc on a le droit pendant 1 an d'aller dans un pays, oui. Et donc 13 pays, en gros, Argentine, Australie, Canada. Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Russie, Uruguay, Mexique, Chili et Colombie. Il y a aussi un accord de PVT Brésil qui a été signé mais qui n'est pas encore entré en vigueur. Alors tu disais qu'en Australie, ils acceptent quota illimité. Oui. Et pour les autres pays, c'est pareil, il y a des systèmes de quotas ? Alors la Nouvelle-Zélande et l'Australie n'imposent pas de quotas, tous les autres pays en imposent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, il n'y a que le Canada qui pose problème et pour lequel il y a plus de candidats que de places. Pour les autres, généralement, on est quasiment sûr d'avoir une place pour le PVT. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un des programmes de mobilité internationale qui est le plus souple. Il n'y a pas besoin d'être spécialement étudiant ou travailleur, ou on peut ne pas avoir de diplôme, on peut ne pas maîtriser la langue du pays, même si on va à Taïwan ou en Corée, par exemple. Donc du coup, c'est vraiment accessible à tous. Mais il y a un âge limite quand même. Oui, c'est de 18 à 30 ans et pour le Canada, c'est jusqu'à 35 ans. Et c'est, je pense, le programme le plus autonome en fait, de tous les programmes de mobilité. Donc en fait, le jeune accède à un visa avec lequel il peut partir donc, pendant 1 an ou 2 ans. Mais après, c'est vraiment à lui de se débrouiller pour son billet d'avion, pour trouver un logement, pour trouver un travail aussi. C'est un peu là qu'on intervient. Nous, on ne fait pas d'accompagnement personnalisé, mais on va donner les clés en fait, pour savoir comment refaire son CV, chercher un emploi, chercher un logement. On parle évidemment des écueils à éviter, puisque chaque année, il y a quand même des gens pour qui ça ne se passe pas très bien. Oui, parce que certes, c'est des destinations de rêve, Bien mais sûr. on peut y trouver et y subir quelques galères. Oui, on peut subir des galères. Moi-même, quand j'ai fait mes PVT, c'était pas toujours tout rose. Je suis partie au Canada à 20 ans. Je crois que j'avais pas trop conscience de la façon dont on recherche un emploi et encore moins de la façon dont on recherche un emploi au Canada. Je savais pas forcément gérer un budget au début. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Donc j'ai eu quelques mois de galère au début et puis finalement, ce qu'on constate, c'est qu'une fois que la machine est lancée, tout se passe bien. Alors, si on décide de faire un PVT, quelles sont les conditions idéales ? C'est-à-dire, quel conseil ça correspond à qui ? Un jeune qui veut partir, PVT tout de suite, ou c'est quoi votre conseil ? Alors déjà, par rapport au profil, il y a vraiment des cas très différents. Il y a des gens qui vont partir juste après le bac parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas encore comment s'orienter. Donc ça peut être une bonne idée de se focaliser un peu sur soi sur une année pour après mieux s'orienter. Il y en a qui vont partir après leurs études un peu poussées avant de se lancer dans leur carrière, quand d'autres, à 28 ou 30 ans, vont se dire j'ai envie de vivre une année un peu entre parenthèses. Après, quel que soit le profil, je dirais que les 2 conseils que je peux donner, c'est de bien faire attention aux économies qui sont demandées par chaque ambassade. Les économies qui sont demandées, elles sont là pour pouvoir tenir pendant 2-3 mois en début de séjour,
le temps peut-être de ne pas trouver d'emploi, ce qui est assez fréquent. Donc c'est bien, en général, ils demandent entre 2 000 et 3 500 euros d'économie. Donc je conseille vraiment de bien suivre ces recommandations-là. On n'est pas à l'abri d'une galère, effectivement. On ne part pas à l'étranger la fleur au fusil. Bien sûr, autant quand on part en VIE, on a déjà trouvé l'emploi. C'est royal, bien évidemment. Quand on part en SVE, on est encadré. Mais quand on part en PVT, par exemple, là, il faut quand même se rendre compte qu'on peut compter surtout sur soi. Le deuxième conseil, c'est de ne pas trop rêver d'Eldorado. On voit pas mal de reportages sur des pays, justement, comme le Canada ou l'Australie, où on a l'impression que finalement, il n'y a pas de chômage, que tout est très simple. Ça, c'est pas forcément vrai. En fait, il y a des profils pour lesquels ça va être très simple parce que c'est des domaines qui recrutent, parce que les gens parlent très bien la langue du pays, parce que c'est des gens qui ont un peu de chance ou qui ont beaucoup de bagou et pour qui tout se passe généralement très bien. Mais il ne faut pas rêver trop d'un Eldorado. La France et les autres pays sont un peu similaires. Il y a des métiers pour lesquels ça marche bien et d'autres pas. Il faut se battre quand on part à l'étranger. À un moment donné, on repart à zéro. Ouais. Donc, il y en a pour qui repartir à zéro, ça rime avec quand même beaucoup de facilité. Puis pour d'autres, il faut quand même un temps d'adaptation. Et bien sûr, ce que je recommande, c'est surtout de bien se renseigner sur les démarches à faire en amont, bien se renseigner sur le pôle emploi, la sécurité sociale, la retraite. Alors, il y a un certain nombre d'informations sur votre site, mais on trouve plein d'informations sur les sites des ministères, du service public, mais également il y a des salons, notamment le salon S'expatrier mode d'emploi qui aura lieu le 10 mars prochain à la Cité internationale universitaire qui est boulevard Jourdan à Paris. Et vous y serez, vous aurez un stand. En gros, sur ce salon, il y aura qui qu'est-ce qu'on pourra avoir comme information? Alors, d'une part, il va y avoir des stands officiels, donc le ministère des Affaires étrangères, la Sécurité sociale, les notaires de France, pour ceux qui auraient du patrimoine, par exemple. Il y a aussi donc, le Pôle emploi international. Il y a différents organismes officiels qui vont pouvoir donner des réponses claires et précises. Parce que parfois, d'une année à l'autre, les informations changent. Et sur Internet, on peut trouver des infos périmées. Donc là, au moins, on a ça qui est confirmé. Il y aura aussi des conférences tout au long de la journée. Il y aura aussi l'ambassade du Canada qui sera présente pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, il y aura différents stands sur des associations qui aident les expatriés. Il y aura notre stand pour ceux qui veulent partir en PVT avec des témoignages d'anciens expatriés. Donc je dirais que c'est une journée assez complète qui regroupe un peu tous les acteurs principaux de la mobilité internationale. Allez, on arrive en fin d'émission. Oui. Un dernier conseil pour un jeune qui n'a pas encore réfléchi à son départ. Un conseil que je peux donner, c'est peut-être lire quelques témoignages de personnes qui sont parties. Si le témoignage est bien abordé, il y aura à la fois ce qui était génial et ce qui a été plus difficile. C'est important de se renseigner sur les petites galères qu'on peut avoir. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas être déçu une fois sur place. Sur votre site internet, par exemple, vous avez une rubrique sur les galères qu'on peut rencontrer? On a des interviews d'anciens PVTistes. Il y a aussi le site découvrirlemonde.jeune.gouv.fr qui a normalement des retours d'expérience. Il y a pas mal de sites. Et puis, il y a beaucoup de blogs aujourd'hui, des blogs, des groupes Facebook. Il ne faut pas hésiter à utiliser tous ces réseaux-là. Merci beaucoup Julie Meunier. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview campus. Et bien sûr, cette fois-ci, ce sera avec Nicolas Théodet. Au revoir.